Bonjour à tous, je suis Clémentine, merci de vous être branchés sur les ondes de Radio Barbare, le podcast engagé pour un monde professionnel responsable. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la table ronde RH. Et aujourd'hui on aborde un sujet qui bouscule profondément l'acte managérial, la prise en compte de la dimension émotionnelle et de la santé mentale au travail. Parce que oui, quand un collaborateur arrive le matin en entreprise, il n'y a pas de vestiaire émotionnel où il déposerait ses préoccupations, ses angoisses ou ses joies. Il arrive avec son sac, avec ses émotions, et face à cette réalité, les entreprises doivent repenser en profondeur leur approche managériale. C'est exactement ce que fait aujourd'hui Veolia, qui a engagé une transformation ambitieuse pour équiper ses managers et accompagner cette dimension humaine dans toute sa complexité, y compris sur des sujets qui n'étaient traditionnellement pas du ressort de l'entreprise. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Bunier, qui est directeur des ressources humaines chez Veolia. Bonjour. Et j'ai le plaisir aussi de recevoir Simon, qui est CEO de RH Performance, cabinet expert en accompagnement des enjeux humains et managériaux. Bonjour Clémentine, bonjour Christophe. Christophe, Simon, merci d'être avec nous aujourd'hui. Christophe, est-ce que tu peux nous présenter brièvement ton parcours chez Veolia ? Oui, alors avant de vous parler mon parcours chez Veolia, il y a eu une vie avant Veolia et mon parcours s'inscrit dès la sortie des études dans la prise de responsabilité, le management d'équipes pluridisciplinaires, de business unit, de direction de région, dans le domaine du financement du crédit immobilier dans un premier temps, en direction commerciale, marketing et direction générale adjoint, puis ensuite dans le logement d'insertion et aujourd'hui le logement social chez Veolia, depuis plus de 5 années aujourd'hui, avec une consonance de direction des ressources humaines, comme vous venez de le rappeler, Clémentine. Christophe, lorsqu'on a préparé ce podcast, vous m'avez dit une phrase qui résonne beaucoup. On n'arrive pas en entreprise en déposant son sac, on arrive avec nos émotions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a amené chez Veolia à ce constat et à décider qu'il fallait intégrer cette dimension émotionnelle dans votre approche managériale ? Eh bien oui, Clémentine, Simon, on le sait, on le sent tous, bien entendu, le contexte est anxiogène, pas seulement au travail, partout. Et ce climat, il ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise. Les collaborateurs arrivent certes avec leurs compétences, mais aussi avec leurs émotions. On n'a jamais vraiment cru qu'ils allaient laisser tout ça au vestiaire, mais aujourd'hui, c'est devenu totalement impossible de faire semblant. Dans ce contexte, le rôle du manager est paradoxalement plus challengé que jamais, et plus stratégique également que jamais. On lui demande de tenir la performance, de rassurer, de donner du sens, d'écouter, de recadrer et d'accompagner, et tout ceci en permanence toute la journée. Et pourtant, je reste profondément convaincu d'une chose, le manager reste le premier facteur de stabilité émotionnelle dans l'entreprise. À condition qu'on l'équipe, bien entendu, à condition qu'on clarifie son rôle, et surtout, à condition qu'on cesse de lui demander d'être parfois, dans la même journée, chef d'orchestre, pompier et psychologue improvisé. Merci pour votre réponse. Simon, ce constat sur la dimension émotionnelle au travail, est-ce que tu l'observes aussi chez tes clients ? Et est-ce que c'est devenu un sujet aujourd'hui incontournable ? Alors oui, Clémentine, je l'observe très régulièrement dans les différentes entreprises. Pendant longtemps, le travail a été pensé comme strictement rationnel. D'ailleurs, les émotions pouvaient être perçues comme une faiblesse du collaborateur, une source de biais. Et j'aime bien l'expression qu'a employée Christophe tout à l'heure, c'est de dire c'est quelque chose à laisser à la porte de l'entreprise. Bien évidemment, c'est imagé, mais c'était la manière dont a été pensé le travail il y a de ça encore quelques années. Le modèle taylorien, puis le modèle industriel, valorisait d'ailleurs la productivité mesurable, la hiérarchie, la conformité, avec cette vraie séparation entre la vie pro et la vie perso. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des mutations récentes qui ont profondément fait évoluer ce rapport. D'abord, il y a les générations Y, les générations Z, qui sont plus attentives finalement à l'authenticité. Ils sont en recherche de confiance, de relations. Et puis on va aussi penser bien évidemment aux crises successives qu'on vit maintenant depuis quelques années, bien évidemment les crises sanitaires, mais également sociales et environnementales. Elles ont finalement rendu visibles les vulnérabilités des collaborateurs, la charge mentale et l'importance du facteur humain au sein des structures, au sein des entités.
Finalement, le dernier point qui accélère ce phénomène, c'est le télétravail ou le phénomène d'hybridation, qui dilue très clairement les frontières entre le professionnel et le personnel, qui laisse plus de place aussi à la relation humaine et à l'émotionnel. Donc cela a transformé clairement les attentes des salariés, nouvelles mais aussi anciennes générations, qui sont en recherche de confiance et de qualité relationnelle au sein des structures. Merci Simon pour ce constat. Christophe, vous avez donc décidé chez Velogia de prendre en compte cette dimension émotionnelle et d'accompagner la santé mentale de vos collaborateurs, y compris sur des aspects qui ne sont traditionnellement pas du ressort de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie concrètement ? Oui, bien sûr. Mais avant d'en arriver à ce que nous avons mis en place de façon très concrète, je voulais revenir un peu sur cette notion de management dit un peu émotionnel qui n'est pas à associer à un management dit laxiste. Quand on parle de management émotionnel, et on voit même d'ailleurs que le fait d'associer ces deux mots n'est pas facile tout compte fait à dire, mais le management émotionnel, il y a parfois un malentendu. Ce n'est pas renoncer à l'exigence, ce n'est pas tout accepter, et ce n'est pas transformer l'entreprise en salle de thérapie. C'est accepter que l'émotion est une donnée du pilotage, au même titre que les indicateurs financiers et opérationnels. Un manager qui ignore les émotions ne les supprime pas. Il les laisse agir sous la surface jusqu'au moment où elles deviennent des arrêts de travail, des conflits ou des désengagements silencieux. Donc il était important pour moi de rappeler ce rôle et l'importance de ce dernier, le rôle du manager. Et oui, la santé mentale est devenue un sujet central et c'est plutôt une bonne chose. Mais attention justement à ce piège, parce que si on ne clarifie pas les rôles, on crée une confusion quand même dangereuse. Le manager, Simon vient de le rappeler, n'est ni thérapeute, ni un sauveur. Si on le laisse seul face à des situations complexes, eh bien on le met en difficulté. Alors chez Velogia, nous avons posé une ligne très claire. Le manager repère et oriente, l'entreprise outille et sécurise, et le collaborateur reste acteur. C'est précisément pour cela que nous avons déployé un dispositif structuré autour de l'accompagnement psychologique. On a continué à développer cette notion du care, du prendre soin, que nous avions déjà mis en place, et nous le complétons, bien entendu, mais attention, pas pour remplacer la responsabilité individuelle, mais pour éviter que les systèmes n'attendent trop longtemps avant de réagir. En action concrète, nous allons mettre en place le déploiement d'une plateforme d'attention, de protection sur la santé mentale avec une plateforme qui s'appelle Mocha Care, justement. Nous avons mis en place des formations pour tous les managers sur la détection des risques psychosociaux, risques avant-coureurs de situations complexes ensuite à gérer. Et on travaille de façon très explicite sur ce qui relève de l'émotion observable et pas toujours de l'interprétation. Et surtout, le rôle de cette direction des ressources humaines, c'est de rappeler que nous sommes réellement des business partners. Nous ne sommes pas un simple service du personnel. Ça veut dire, c'est de rappeler aux managers qu'ils ne sont pas seuls. Il y a toujours cette possibilité de venir nous voir. Et nous avons cette possibilité, nous, d'avoir ce petit pas de côté pour accompagner, éclairer parfois le manager dans une situation qui n'est pas encore une situation pour autant de difficultés, mais qui pourrait le devenir si on n'anticipe pas justement ces signaux qui nous sont envoyés. Voilà ce que nous mettons en place aujourd'hui. Merci pour votre réponse. Simon, quand une entreprise décide d'aller aussi loin dans l'accompagnement de la santé mentale, quels sont les bénéfices mais aussi les limites à détecter ? De manière positive, les émotions vont influer sur l'engagement, l'innovation, la coopération, la capacité aussi à s'adapter au changement, la prise de décision, l'apprentissage, etc., etc. Donc beaucoup de choses positives. Ce qui peut permettre aujourd'hui pour une structure, pour une organisation, de fidéliser plus facilement, d'avoir aussi de meilleures performances ou d'avoir un climat social plus apaisé. Ne pas prendre en compte cette gestion des émotions, ça ne va pas les faire disparaître. Ça peut au contraire avoir l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir chez certains collaborateurs ou certaines équipes une perte de sens, un désengagement.
un turnover, des difficultés de fidéliser ou d'attirer des nouveaux talents, une dégradation du climat social avec peut-être des tensions, des conflits à gérer, une diminution finalement de la performance globale et je dirais une notion qui s'accélère et s'accentue aujourd'hui. Tu as évoqué le mot, Christophe, il y a de ça quelques instants, les RPS, les risques psychosociaux, burn-out, bore-out, absentisme. Donc en effet, les gérer, ça a du positif. Les masquer, malheureusement, on s'expose à des choses un petit peu moins sympas. Merci Simon pour ton retour. Christophe, je vous propose maintenant de parler des outils concrets que vous donnez à vos managers. Vous avez évoqué notamment lorsqu'on a préparé ce podcast l'importance d'identifier les signaux faibles sur des risques forts. Et il y a quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est la métaphore de la grenouille. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, je vais vous en dire un petit peu plus, mais je vais revenir sur l'intervention précédente également de Simon, parce qu'il y a un élément quand on parle de santé mentale qui est essentiel, c'est de remettre les responsabilités à la bonne place. C'est-à-dire, j'ai le droit, mais j'ai également des devoirs, et ça je pense qu'il faut qu'on le rappelle, parce que sur cette notion de santé mentale, il y a un point d'équilibre à trouver, et il est fondamental. Oui, l'entreprise a des responsabilités, oui, le manager est un acteur clé de la prévention, mais surtout non, il ne peut pas et ne doit pas tout porter. L'enjeu, ce n'est pas de déresponsabiliser les collaborateurs, ni de responsabiliser les managers. C'est de clarifier les rôles. Le manager repère, écoute, oriente. L'entreprise outille, forme et sécurise, et le collaborateur doit rester acteur de sa trajectoire. Et donc le vrai risque aujourd'hui, sur cette dimension, c'est de mélanger les genres, c'est de ne pas parler trop de santé mentale, c'est de créer une confusion dans les responsabilités qui mettrait tout le monde en difficulté. Et je voulais juste réappuyer sur ce point-là, qui est cette notion d'équilibre quand on parle de santé mentale et quand on parle de management émotionnel. Et maintenant, oui, on a mis en place en tout cas des éléments assez importants, clés pour pouvoir accompagner et former nos managers dans ces dimensions. Et vous le savez, on a souvent formé nos managers à de la formation au pilotage managérial dans le cadre des connaissances et des compétences. Et nous avions jusqu'à présent assez peu investi dans la dimension comportementale du management. Et donc, on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là ces dernières années, à définir une vingtaine de comportements managériaux que nous souhaitons voir apparaître dans des situations données chez tous nos managers. Et pour le travailler le mieux possible, nous sommes venus interroger les méthodes qui permettent de venir ancrer les comportements dans la mémoire de stockage. Vous le savez, Simon plus que quiconque, quand on travaille en formation, et au plus le formateur sera d'une éloquence rare, au plus le stagiaire, quelque part, fera travailler sa mémoire dite instantanée. Et 3 semaines plus tard, il n'aura peut-être pas retenu l'essentiel du message que le formateur voulait passer. Nous, ce que nous avons souhaité travailler, ce n'est pas la mémoire instantanée avec des gens brillants qui parlent, mais on a souhaité venir ancrer le comportement dans la mémoire de stockage. Et on a trouvé donc une méthode pour le faire. C'est une méthode qui associe l'image, l'histoire et une émotion. Et donc voilà comment nous avons outillé l'ensemble de nos managers sur un catalogue de 20 à 23 comportements managériaux que nous souhaitons voir ancrés réellement en eux. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de la métaphore de la grenouille ? Oui, bien sûr. Je vois que vous êtes impatiente sur la métaphore de la grenouille, donc on va y arriver. Vous savez qu'on parle beaucoup de ce contexte anxiogène, mais l'enjeu, ce n'est pas l'anxiété en tant que telle. Le vrai danger, c'est quand la tension s'installe progressivement, sans rupture et sans alerte visible. Alors, les organisations savent très bien réagir aux crises brutales. Elles ont beaucoup plus de mal, elles sont beaucoup moins armées quand on est face à des dérives lentes. Et donc, c'est exactement cette métaphore de la grenouille. Plonger dans l'eau bouillante,
une grenouille, que va-t-elle faire face à ce signal fort? Elle va sauter et elle va sortir. Mais placée dans une eau froide que l'on chauffe doucement, elle ne perçoit pas le danger. Elle s'adapte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Donc la mise en action chez Veolia, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'équipes ne sont pas dans de l'eau bouillante, mais sont dans une eau qui chauffe parfois de degré en degré par minute, ce qui génère des fatigues émotionnelles, ce qui génère des pertes de sens, ce qui génère parfois des tensions diffuses, et Simon en parlait tout à l'heure, du désengagement, chose que nous ne recherchons surtout pas dans nos entreprises aujourd'hui. Et c'est là que le rôle du manager devient stratégique, détecter des signaux faibles sur des enjeux vitaux. Donc on utilise cette métaphore de la grenouille, qui est une des métaphores dans les 23 comportements managériaux que nous avons développés. Et chaque semaine, nous demandons au manager de prendre 15 minutes et d'essayer de répondre très simplement quels sont mes 2 enjeux vitaux du moment. Et si j'ai réussi à repérer ces 2 enjeux vitaux, qui peuvent être un enjeu professionnel ou un enjeu humain, eh bien, je prends le temps de regarder, d'observer. Quand je suis en train de perdre la confiance de mon équipe, par exemple, ou quand j'ai mon meilleur collaborateur qui est en train de décrocher. On cherche les signaux les plus faibles qu'ils auraient pu nous envoyer, voire parfois les plus lointains. Parce que le rôle du manager, ce n'est pas d'éteindre les incendies, ce n'est pas de venir couper, comme on dit, cette eau bouillante, non. C'est d'éviter justement que l'eau n'arrive à ébullition. Voilà tout ce concept, et j'espère que vous avez découvert maintenant, en tous les cas Clémentine et Simon, ce concept que vous connaissiez déjà, mais que nous utilisons aujourd'hui dans cette démarche de comportement managérial pour essayer de détecter, bien entendu, un signal faible sur un risque fort. Merci pour votre retour. Simon, cet enjeu de détecter les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des risques forts, c'est quelque chose que tu travailles aussi avec tes clients via de la formation, via du coaching collectif. Comment est-ce que tu accompagnes concrètement les managers sur ces sujets ? Je ne peux être qu'en phase une nouvelle fois avec ce que partageait Christophe. Ça doit être adapté, donc une approche à mon sens sur mesure. Faire vivre une émotion, ça permet d'ancrer les savoirs et surtout du pratico-pratique. Connaître une théorie, un concept, c'est une chose, savoir la mettre en place et bien réagir sur le terrain, c'en est une autre. Donc à mon sens, et c'est notre approche, nous sommes sur du sur-mesure où les apprenants, les stagiaires sont acteurs. Ça peut être en effet de la formation collective individuelle sur différents sujets qui doivent être, à mon sens, comportementaux. Ça peut être managérial, ça peut être de la CNV, gestion de conflits, gestion des émotions, gestion du stress, gestion des RPS, beaucoup de sujets. Mais ça peut être aussi en coaching, où on va aller approfondir, encore une fois en individuel ou en collectif, les pensées limitantes ou les freins des uns et des autres. Donc c'est le type d'accompagnement en effet que l'on propose pour permettre d'anticiper, de bien réagir face à ces signaux faibles. La métaphore de la grenouille, je l'aime beaucoup puisque ces signaux faibles ne sont pas ou peu spectaculaires. C'est souvent des micro-variations. Alors elles peuvent être individuelles ou collectives. Un changement de tempérament, de comportement, par exemple de l'irritabilité chez une ou plusieurs personnes. Ça peut être, si c'est pas encore du désengagement, c'est un petit peu de retrait. Tiens, elle est un petit peu moins présente, elle s'exprime un petit peu moins lors des prises de position. Ça peut être des micro-retards qui se renouvellent ou un petit peu d'absentéisme par-ci, par-là. C'est ce qu'on appelle des signaux faibles. On n'est pas là pour faire une investigation, mais c'est plutôt le questionnement précoce qui va permettre de les identifier et surtout de les traiter en anticipation. Alors pour ça, Clémentine, je te propose 3 outils parmi de nombreux outils. Le premier, c'est apprendre à ouvrir la discussion. D'accord ? C'est-à-dire que certains managers voient que quelque chose ne va pas, identifient ces signaux faibles, mais n'osent pas forcément en parler, soit parce qu'ils sont mal outillés, comme on vient de le dire, soit parce qu'à un moment donné, ils n'osent pas prendre leur position. Donc c'est comment les armer pour pouvoir poser des questions qui sur le papier sont assez simples. Tiens, j'ai l'impression que ça va un petit peu moins bien en ce moment, est-ce que tu veux m'en parler ? Est-ce que je me trompe ? Tiens, comment tu vis le contexte actuel ? C'est tout simplement des questions qui vont permettre, non pas d'ouvrir une enquête, mais des questions de présence. Je me connecte à l'autre et je l'écoute. Et c'est d'ailleurs le deuxième point, le deuxième outil, c'est la ritualisation de cette écoute. C'est bien évidemment des points individuels fréquents, ils ne sont pas forcément très longs, ça va dépendre de certaines structures. Ça peut être aussi des points collectifs, où on va démarrer par, pourquoi pas, un tour de table sur
ce que chacun pense. Ça peut être aussi en clôture. Et puis, une rétrospective d'équipe. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Donc, l'idée de ces ritualisations, ça permet de normaliser l'expression. C'est que finalement, on acculture les équipes à partager à la fois ce qu'ils pensent, mais aussi ce qu'ils ressentent. Sans pour autant, à un moment donné, tomber dans le pâteau ou l'extrême bienveillance. Le sujet n'est pas là. Mais sans en tout cas pouvoir libérer cette parole-là et se sentir libre face à ces sujets-là. Et enfin, et je pense que tu l'as dit en introduction et tu l'as répété, Christophe, clarifier le rôle du manager. Le manager n'est pas un thérapeute, clairement pas. Il doit orienter, il doit réguler et il doit mettre des limites. Il doit en avoir conscience, il doit prendre ses responsabilités, mais il faut aussi que son équipe en ait conscience pour justement pouvoir mettre les bonnes limites. Donc ce sont les 3 outils parmi tant d'autres que je propose aujourd'hui d'évoquer lors de ce podcast. Merci Simon pour ces outils. Christophe, j'aimerais maintenant qu'on parle de votre boîte à outils à vous chez Velogia, celle qui permet de répondre à des situations complexes. Au-delà de la détection des signaux faibles, quels autres outils avez-vous mis à disposition de vos managers ? Alors vous allez croire, et vous ne vous trompez pas complètement, Clémentine, que nous avons préparé ce podcast un peu avant de se retrouver devant la caméra. Mais pour autant, j'aimerais revenir sur ce que vient de dire aussi Simon présentement, sur cette notion de l'importance du feedback. Le feedback régulier est vraiment un régulateur thermique managérial. Et dans beaucoup de situations de tension, ce qui manque parfois, voire parfois souvent même, ce n'est pas un dispositif. C'est tout simplement, tout compte fait, le fait de pouvoir en parler. C'est d'avoir justement un feedback. Et l'absence de feedback, c'est comme laisser justement, on va revenir sur cette métaphore de notre grenouille de tout à l'heure, c'est de laisser tout doucement monter la température sans jamais regarder le cadran. Donc soyons attentifs, et chez Velogia tout particulièrement, nous faisons évoluer nos pratiques. Moins d'entretiens exceptionnels quand ça va mal, mais plus de points réguliers, structurés, clairs. Simon vient de le rappeler, c'est renforcer le rituel. Et le feedback permet 2 choses essentielles. Réduire l'anxiété liée à l'incertitude, et l'incertitude est une donnée avec laquelle nous jonglons, on va dire, au quotidien. Et c'est également de rappeler que les droits vont toujours avec des responsabilités. Et je pense que cette notion-là, au sein même du rôle du manager qui, je l'ai dit, je l'ai répété et je le ferai encore à chaque fois que vous m'interrogerez sur le sujet, fait que le manager a vraiment ce rôle central et essentiel au sein de l'entreprise aujourd'hui. Donc, parce qu'un collaborateur qui sait où il en est, il ne reste pas immobile dans une eau qui chauffe. Donc, en action concrète chez Velogia, nous avons renforcé nos rituels managériaux. Quand nous avions, les années précédentes, un rituel d'un entretien annuel de progrès, dès cette année, ce rituel se transforme en 3 moments clés répartis dans l'année, de façon à offrir cette possibilité d'échange encadré pour pouvoir avoir ce feedback qui est essentiel à venir éteindre parfois des incendies naissants. Et une formation, bien entendu, au feedback exigeant et bienveillant, bienfaisant également. Et c'est la raison pour laquelle j'ai peut-être ripé sur le mot. J'aime bien également le bienveillant, mais aussi surtout le bienfaisant, plutôt que d'avoir des actions qui n'ont pas d'impact. Je pense que la notion du feedback doit être retravaillée de façon à assurer l'impact que nous attendons de cette action vis-à-vis de nos collaborateurs. Merci pour votre retour. Aujourd'hui, quels sont les premiers impacts que vous observez et comment vous mesurez le fait que vos managers sont effectivement mieux équipés ? Alors quand on parle de comportement, bien entendu, c'est rarement un bouton on-off. Il nous faudra du temps, il nous faudra de la patience, il faudra la répétition également des messages pour en arriver au résultat total et complet escompté. Pour autant, ce que l'on constate aujourd'hui, ce sont des managers plus à l'aise dans l'exercice de leur mission parce que mieux équipés, mieux formés, mieux outillés, mieux accompagnés. Nous constatons également, et c'est important dans des moments parfois de difficulté, d'être dans une cohérence de groupe. Et dans les formations que nous avons mises en place, telles que celle dont je vous ai parlé sur le comportement managérial, quand on travaille sur des métaphores et que derrière les métaphores il y a toute
toute une méthodologie décryptée. Ça permet à chaque manager ayant participé à ces formations d'avoir au final leur vocable à eux. Quand on leur parle de la grenouille, on n'a pas besoin de rappeler le concept. Ils se rappellent quand on dit grenouille, oui, je dois faire attention. Il y a peut-être des signaux faibles là sur lesquels je n'ai pas été suffisamment attentif. Vous voyez ? Donc ça permet aussi d'avoir cette cohérence qui s'installe et ce souci d'appartenance. Et je pense que c'est important quand on se retrouve face à des difficultés de ne pas se sentir seul. On en a déjà parlé et ceci vient renforcer cela. Nous avons également mis en place un baromètre social qui, dès sa première édition, nous a complimenté d'un Net Promoter Score à plus 27, ce qui démontre au final la qualité du bien-être, la qualité tout compte fait de cette entreprise qu'est Veolia. Et aussi, il faut être attentif sur des indicateurs assez clés et assez communs à tout le monde. Le turnover, l'absentéisme sont des indicateurs sur lesquels nous continuerons à être particulièrement vigilants. Mais il faut renforcer à tout prix ces pratiques sur le feedback, c'est ce qui nous permettra de ne jamais décrocher d'un contact avec un collaborateur. Et ce qui nous permettra aussi et surtout d'assurer cette détection des signaux faibles tellement avant-coureurs de situations qui peuvent devenir complexes et tellement simples, tout compte fait, à désamorcer si elles sont prévues, anticipées. Et c'est bien la première mission quand même du manager, c'est certes de prévoir, mais quand on dit prévoir, c'est également d'anticiper. Merci pour votre réponse. Simon, pour une organisation qui voudrait se lancer dans cette transformation vers un management émotionnel et un accompagnement de la santé mentale, quels sont tes conseils ? Par quoi commencer ? Nous avons évoqué les outils, se former à la communication, au feedback, c'est impératif, j'y reviens pas, et Christophe, tu l'as tout à fait bien, je trouve, démontré. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué ensemble aujourd'hui, c'est travailler avec le manager et sur le manager. Voir les signaux faibles, c'est une chose, les accueillir, c'en est une autre. C'est pas forcément une évidence. Donc c'est comment on travaille avec le manager sur sa confiance en lui. C'est ultra important. Autre chose, on est sur de l'humain, on n'est plus sur des sciences exactes. C'est pas toujours évident. Et donc il faut quitter ce rôle du manager qui sait tout faire, et il faut l'accepter. Donc je pense qu'en amont, il y a un réel travail à faire avec les managers, en termes de lucidité, mais aussi d'accompagnement, qui vont permettre en effet de les mettre dans les meilleures conditions pour les outiller, et ensuite pour répondre à ce besoin de gestion des émotions, notamment chez les différents collaborateurs. L'autre sujet, il est plutôt en aval, puisqu'ici on était en amont. Le manager n'est pas seul, on l'a dit, on le redit. Il doit aussi à un moment donné avoir lui-même des espaces pour partager. C'est pas toujours évident de gérer les émotions des autres, et puis nous-mêmes avons des émotions. Donc c'est comment je me sens soutenu. Et il y a une notion qu'on n'a pas évoquée, c'est la notion d'exemplarité. Le manager ne peut pas tout faire. Le top management ne peut pas demander à des managers de gérer ce sujet-là si eux-mêmes ne le font pas. Donc il y a un sujet d'exemplarité à tout étage, à toute strate de l'entreprise pour développer durablement une culture managériale différente. Donc mes préconisations, c'est l'outillage, mais en amont travail sur le manager et aussi se sentir soutenu par sa hiérarchie, sa direction. Pour finir, j'ai une question à vous poser, Christophe. Vous affirmiez que manager ne doit pas être une récompense, c'est une compétence. Face à toute cette complexité émotionnelle et de santé mentale dont nous avons parlé, comment cette conviction se traduit-elle chez Veolia ? Alors on le sait tous, on a parfois, même souvent, dans un parcours ascendant, une carrière, quand on devient expert de son métier, on a souvent pensé que l'étape d'après, c'était l'étape du management. Même si face à la difficulté rencontrée par les managers aujourd'hui, peut-être que ça a moins le vent en poupe que précédemment, mais aujourd'hui, on peut encore penser que l'étape après une super expertise métier, c'est de devenir manager. Or, on s'aperçoit, et si vous m'autorisez en tout cas ce petit parallèle avec le monde sportif, qu'un excellent joueur n'a pas toujours fait un excellent entraîneur. Et c'est vrai dans l'autre sens également. On a parfois d'excellents entraîneurs dont on n'avait jamais entendu parler quand ils étaient sur le terrain. Donc il faut être attentif à cela. À un moment clé où on parle de cette difficulté, de ces mondes qui s'entrechoquent entre la vie perso et la vie pro,
entre cette anxiété de ce monde ô combien complexe qui nous accompagne aujourd'hui. Et tout le sujet de ce podcast était également de prendre en compte la dimension également de la santé mentale. Fait que le rôle du manager, il est tellement essentiel qu'il faut être attentif de faire progresser dans les entreprises des personnes qui ont réellement cette capacité managériale en compétence et ne pas le retraduire comme étant une récompense. Si nous continuions à pratiquer de la sorte, nous pourrions continuer parfois à faire des erreurs. Nous l'avons fait et ça génère à la fois un collaborateur qui, hier expert, devient manager mais n'est pas complètement à l'aise dans l'exercice de ses nouvelles missions et donc ça fait quelqu'un de déçu. Mais pire encore, ça fait aussi une équipe qui n'est pas correctement pilotée parce qu'elle n'a pas le manager qu'elle mérite. Donc on a une double peine, on va dire, si on n'est pas attentif sur ce point-là. Donc que ce ne soit pas une récompense, c'est essentiel à faire entendre, ce qui n'est pas toujours facile parce que on peut penser parfois que de devenir manager, c'est récupérer quelques barrettes sur les épaulettes et donc c'est quelque part une forme de Graal pour certains collaborateurs. Mais non, parfois il faut pouvoir résister à cela et dire non, on préfère te voir continuer à jouer ce rôle d'expert que tu as, qui va être essentiel également dans les transmissions que nous aurons à avoir dans les nouvelles générations qui arrivent dans les entreprises, plutôt que de te voir passer un cap qui ne te satisfera pas et qui, au final, ne sera pas au niveau des exigences que nous attendons désormais d'un manager. Donc, nous avons chez Veolia une batterie d'outils pour essayer d'éviter ce genre d'erreurs-là. Nous avons mis en place des assessments à l'interne, nous sommes équipés de cet outil-là et surtout après, nous travaillons beaucoup sur la formation, on l'a dit, sur la formation comportementale, mais pas seulement. Nous avons des parcours de formation également sur les connaissances et compétences, dont un parcours de formation qui s'appelle le kit de survie, où on travaille avec le cabinet que pilote et que dirige Simon, donc RH Performance. Nous avons des parcours également qualifiants sur cette thématique-là en fondamentaux et en approfondissement avec l'IESEG, qui est une grande école de commerce. Et surtout, bien sûr, nous travaillons les échanges d'expériences, le partage. Nous avons créé une boîte à outils, une ressource des managers dans lesquelles ils peuvent retrouver des outils qui leur permettent au quotidien d'être plus à l'aise dans l'exercice de leur mission. Merci pour votre retour. Simon, c'est à toi maintenant que je vais poser une dernière question. Comment est-ce que tu vois l'évolution du management émotionnel et de l'accompagnement de la santé mentale dans les années à venir ? Est-ce que toutes les entreprises vont devoir y passer ? Alors Clémentine, je ne suis heureusement pas capable de lire l'avenir. Ou malheureusement, je ne sais pas d'ailleurs. À mon sens, il s'agit d'un tournant structurel. C'est pas une mode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas dans de l'expérimentation marginale, on n'est pas non plus sur du nice to have, on est réellement sur quelque chose qui est ancré et qui risque de s'ancrer. Nous vivons dans un monde incertain, un monde qui change vite, de plus en plus vite, donc il y a de fortes probabilités pour que ce phénomène s'accentue plutôt que ne disparaisse. Alors est-ce que toutes les entreprises vont y passer ou doivent y passer ? Je ne saurais pas me prononcer là-dessus. Néanmoins, il y a de fortes probabilités pour que les entreprises qui travaillent dès aujourd'hui ou qui ont déjà bien avancé sur le sujet, telles que Veolia, est une longueur d'avance dans, en effet, cette partie climat social positif, cette partie performance, cette partie appartenance. Donc oui, moi j'invite toutes les entreprises à ouvrir le sujet et à en faire une stratégie dans leur entreprise. Et je réinsiste, s'occuper de la santé mentale des collaborateurs ne veut pas dire extrême bienveillance, on dit oui à tout, QVCT++. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui je responsabilise le collaborateur, j'arme le manager pour qu'il puisse les accompagner dans la direction que souhaite l'entreprise, et puis comment aussi le top management se montre exemplaire en prenant ses propres responsabilités. Donc attention, pas non plus tomber dans l'excès inverse, de se dire oui bon ces sujets-là, on est tous des bisounours, le sujet est absolument pas là, par contre c'est clairement un sujet qui doit être abordé à mon sens pour pouvoir se différencier dans les années à venir de la concurrence.
Dans cette dimension-là également, Clémentine et Simon, ce sont les sujets du moment. Il y en aura d'autres dans les années à venir qui apparaîtront et sur lesquels il faudra qu'on continue à être agile, réactif. Aujourd'hui, on parle donc de feedback, on parle de management émotionnel, on parle de santé mentale. Mais demain, nous aurons et nous serons confrontés encore à d'autres sujets sur lesquels, pour autant, toujours le rôle du manager aura ce rôle central d'essayer d'être au rendez-vous pour pouvoir embarquer, fédérer et atteindre, bien entendu, les objectifs qui sont fixés, puisque, on se rappelle, le monde de l'entreprise, c'est aussi ce monde dans lequel il y a des objectifs à atteindre. Et cela, il ne faut pas l'oublier non plus, parce que c'est essentiel si on veut que l'entreprise soit pérenne. Donc voilà, je voulais moi juste avoir ce petit mot, en tout cas de conclusion. Sur le moment, on parle bien de feedback, de management émotionnel et de santé mentale. Nous aurons d'autres challenges qui nous seront proposés dans quelques années très certainement. On se concentre sur ceci pour le moment, bien entendu, mais nous resterons agiles, actifs et attentifs à rester, en tous les cas, dans les attentes de ce que nos entreprises attendent demain, pour pouvoir être performantes et au rendez-vous. Christophe, Simon, merci pour ces échanges riches et éclairants. Prendre en compte la dimension émotionnelle, accompagner la santé mentale, détecter les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des risques forts, équiper les managers avec une vraie boîte à outils. Tout cela fait désormais partie intégrante de l'acte managérial et de la performance collective. Merci de nous avoir suivis lors de ce podcast. Je vous propose de retrouver tous nos autres podcasts sur notre site internet rhperformance.fr et sur toutes les plateformes de streaming. À bientôt. Au revoir. Merci.